Mon fils a crié « Papa, excuse-toi auprès de ma belle-mère ou quitte ma maison !» Je me suis levé et l'ai regardé droit dans les yeux. Elle a souri avec cet air de quelqu'un qui pense avoir gagné. J'ai dit seulement 3 mots et je suis parti. 2 semaines plus tard, mon fils a frappé à ma porte, désespéré. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre voix puisse sonner si étrange à mes oreilles. Mais cet après-midi de samedi, quand je me suis levé de ce canapé beige que j'avais moi-même aidé à choisir, quand j'ai senti le poids de tous ces regards sur moi, jugeant, condamnant, détruisant tout ce que j'avais construit, j'ai réalisé que certains mots, une fois prononcés, ne peuvent de plus être repris. Je m'appelle Henri, j'ai 68 ans, et pendant 26 ans, je me suis levé à 5 heures du matin pour travailler comme menuisier indépendant. Mes mains ont été marquées par les outils. Mon dos s'est courbé sur l'établi que j'avais hérité de mon père, et mes yeux ont perdu une partie de leur éclat sous la lumière jaune de mon studio. Tout ça pour une seule raison, mon fils, Julien. Mais à ce moment-là, debout, au milieu de son salon, le cœur battant si fort que je pouvais sentir le pouls battre dans mes tempes, j'ai compris que tout avait été en vain. L'accusation résonnait encore sur les murs. Vol. Elle avait dit vol. Céline, ma belle-fille, cette femme que j'avais accueillie à bras ouverts, que j'avais traitée comme la fille que je n'avais jamais eue, venait de m'accuser d'avoir volé la broche en or de sa mère décédée. Et le pire, elle l'avait trouvée dans mon sac, devant tout le monde. Julien était debout, le visage rouge, les veines du cou saillantes. Mon fils unique, le garçon que j'avais bercé quand il faisait des cauchemars, que j'avais soigné quand il s'était cassé le bras à 9 ans, que j'avais vu grandir et devenir l'homme dont j'avais toujours rêvé. Ce même homme me criait maintenant dessus, comme si j'étais un criminel quelconque. « Papa, excuse-toi auprès de ma belle-mère ou quitte ma maison. » Sa voix a déchiré l'air. Madame Jacqueline, sa belle-mère, était assise, la main sur la poitrine, feignant d'être choquée. Ses yeux brillaient de satisfaction mal dissimulée. Les 2 beaux-frères de Julien se tenaient près de la porte, ne sachant où regarder. Et Céline ? Ah, Céline était à côté de mon fils, avec ce petit visage de quelqu'un qui venait de gagner au loto. C'est son sourire qui m'a réveillé, un tout petit sourire, presque imperceptible, qui est apparu au coin de sa bouche quand elle pensait que je ne regardais pas. Un sourire de victoire, de quelqu'un qui avait tout planifié dans les moindres détails et voyait le plan réussir. À cette seconde, tout a pris sens. La fête d'anniversaire 3 jours plus tôt, quand elle avait absolument insisté pour que je laisse mon sac noir dans le salon pendant que tout le monde était dans le jardin. La façon dont elle avait insisté pour que je reste surveiller les affaires pendant que tous sortaient voir les feux d'artifice que le voisin tirait. Le temps seul qu'elle m'avait donné, assez de temps pour que personne ne puisse dire exactement où chacun était. Elle m'avait tendu un piège parfait, et mon fils, mon propre sang, avait choisi de la croire. J'ai respiré profondément. Mes genoux tremblaient, mais je n'allais pas m'effondrer là, pas devant elle. J'ai pris mon sac, ce sac maudit où la broche avait été plantée, et je me suis tourné vers Céline. Elle avait encore ce petit sourire sur les lèvres. Je l'ai regardée droit dans les yeux, des yeux marrons, froids, calculateurs, des yeux que j'avais vus pleurer d'émotion au mariage, mais qui maintenant livraient la vérité. Elle ne m'avait jamais respecté. J'avais toujours été juste un obstacle sur son chemin. Le silence dans la pièce s'est alourdi. Julien attendait que j'implore pardon, que je m'humilie, que je tombe à genoux. Madame Jacqueline a ajusté son collier, attendant le spectacle. Les beaux-frères ont échangé des regards mal à l'aise. Et alors j'ai dit seulement 3 mots, calmes, fermes, chargés d'une promesse que je ne savais même pas encore comment tenir. « Tu vas payer. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste laissé chaque syllabe tomber dans l'air comme une sentence. Le sourire de Céline s'est figé. J'ai tourné le dos et j'ai marché vers la porte. Julien est resté figé, bouche ouverte. Je pense qu'il attendait n'importe quelle réaction, sauf celle-là. Il attendait des larmes, du désespoir, des supplications. Mais j'avais déjà appris en 68 ans de vie
que la dignité vaut plus que n'importe quel mot de réconfort qu'on peut arracher à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Je suis sorti de cet appartement, l'appartement que j'avais acheté pour lui, avec ma sueur et mon sang, et j'ai fermé la porte sans la claquer. J'ai descendu les 3 étages par les escaliers parce que je ne voulais pas attendre l'ascenseur. Je ne voulais pas risquer que quelqu'un me suive et me voie m'effondrer. Ce n'est que quand je suis monté dans le métro, m'accrochant fermement à la barre métallique parce que mes jambes ne cessaient de trembler, que les larmes sont venues, silencieuses, chaudes, amères. Une dame à côté de moi a demandé si j'allais bien. J'ai menti en disant oui. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché un morceau de moi. Parce que ce n'était pas seulement l'accusation, pas seulement l'humiliation, c'était son choix. Mon fils avait choisi de la croire sans me donner le bénéfice du doute, sans même m'écouter. Il m'avait expulsé de sa maison, de ma maison, comme si je n'étais rien. Mais alors que le métro suivait la ligne 6 vers Nation, quelque chose a commencé à brûler dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la colère, de l'indignation, un feu que je ne sentais plus depuis longtemps. Et alors j'ai pensé, tu vas payer ? Ce n'était pas une menace vide. J'allais faire valoir chaque mot parce que je peux être vieux, je peux avoir la peau marquée par le temps et les mains fatiguées de tant travailler. Mais je ne suis pas faible, et je n'allais pas laisser cette femme détruire tout ce que j'avais construit sans au moins me battre. Ce que je ne savais pas encore, c'est que dans 2 semaines, mon fils frapperait à ma porte, désespéré, implorant de l'aide. Et cette fois, ce serait lui qui aurait besoin de mes 3 mots. Mais ça restait à venir. Si vous voulez découvrir comment cette histoire s'est retournée et ce qui s'est passé quand la vérité a éclaté, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et activez la cloche pour ne manquer aucun détail de ce retournement de situation. Parce que je vous promets, cette histoire ne fait que commencer et la fin va faire valoir le coup. N'oubliez pas de laisser un like et de commenter d'où vous regardez cette vidéo. Je sais que vous devez vous demander comment un père en arrive à ce point, comment un fils tourne le dos à celui qui a donné sa vie pour lui. Eh bien, je vais vous raconter depuis le début, parce que pour comprendre l'ampleur de la trahison, vous devez comprendre l'ampleur du sacrifice. Tout a commencé en 1997. Julien n'avait que 12 ans quand ma femme, Françoise, a eu son accident de voiture. C'était un mardi matin, rien de spécial. Elle partait au travail, se plaignait de la circulation qu'elle allait avoir en direction de la Défense, quand elle a été percutée par un camion qui avait grillé un feu rouge. Elle n'a pas crié, n'a pas demandé d'aide. Les secours m'ont appelé 2 heures plus tard pour m'annoncer qu'elle n'avait pas survécu. 46 ans. C'est le temps que Dieu a donné à ma Françoise. Je me souviens des funérailles, comme si c'était hier. Julien pleurait accroché à moi, et je devais être fort pour nous deux, même si à l'intérieur j'étais brisé, parce que je n'étais pas seulement veuf. J'étais un veuf avec un fils préadolescent, locataire d'un appartement, sans profession stable enregistrée, sans pension, rien d'autre qu'un atelier de menuiserie modeste et 4 800 € sur le compte épargne. Les gens du quartier ont été gentils les premières semaines, apportant des plats, offrant de l'aide, disant ces phrases que tout le monde dit mais qui ne résolvent rien. Ça va aller. Dieu sait ce qu'il fait. Le temps guérit. Mais quand le mois s'est terminé et que le loyer était dû, c'était juste moi, Julien, et la réalité nue et crue. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler professionnellement comme menuisier indépendant. Avant, je faisais juste quelques petits travaux ici et là, réparais des meubles pour les voisins, montais des étagères, mais maintenant je devais devenir un vrai artisan. J'ai acheté des outils supplémentaires avec l'argent qui restait des funérailles. J'ai fait de la publicité dans l'église, laissé mes coordonnées dans les magasins de bricolage. Le premier meuble sur mesure que j'ai fait était une bibliothèque pour la fille de Madame Dupont, ma voisine. J'ai reçu 220 €. J'ai pleuré quand l'argent est tombé dans ma main parce que c'était le mien, gagné avec ma propre sueur. Julien a grandi en voyant son père travailler. Il se réveillait à 5 heures du matin au bruit des outils. Il s'endormait au son de la scie et du rabot.
Les week-ends, il m'aidait à porter les meubles pour les livrer aux clients. Il ne s'est jamais plaint, au contraire. Il me serrait dans ses bras et disait « Papa, quand je serai grand, je t'achèterai une grande maison et tu n'auras plus jamais besoin de travailler comme ça. » Ces mots me donnaient la force de continuer. Quand Julien a eu 17 ans, il a été admis à l'école polytechnique pour faire des études d'ingénieur civil. Polytechnique, les frais de scolarité coûtaient 800 € par mois. Je gagnais, quand j'avais beaucoup de travail, environ 2800 €. J'ai fait les calculs. Même en coupant tout, ça n'allait pas suffire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des meubles haut de gamme sur mesure. Les meubles sur mesure demandent du travail. Ce sont des jours d'ajustement, de finition, de vernissage, de détail. Mais ça paie mieux. J'ai facturé 1200 € pour le premier, et le client était tellement content qu'il m'a recommandé à 3 amis. Soudain, j'avais une liste d'attente. Je travaillais jusqu'à minuit, dormais 4 heures, me réveillais et recommençais. Julien s'est diplômé en 5 ans. 5 ans où j'ai payé chaque mensualité à temps. 800 € x 60 mois font 48 000 €. Mais avec le matériel, les livres, le transport et la nourriture, j'ai fini par dépenser 78 500 €. J'ai gardé chaque reçu, chaque justificatif, chaque facture. Quand il a obtenu son diplôme en 2005, ce fut le jour le plus heureux de ma vie. J'ai vu mon fils en toge recevoir son diplôme et j'ai pensé, ça en valait la peine. Chaque nuit blanche, chaque éclat de bois dans les doigts, chaque douleur au dos, ça en valait la peine. Il a trouvé un bon emploi, gagnant 3500 € par mois. Ce n'était pas énorme, mais c'était à lui, gagné avec le diplôme que j'avais payé. Julien vivait encore avec moi dans le studio de 2 pièces que j'avais loué dans le 13e arrondissement. Il insistait pour me donner 800 € par mois pour aider. J'acceptais parce qu'il était heureux de contribuer, mais j'en gardais la moitié pour lui sans lui dire. 2 ans plus tard, en 2007, Julien a rencontré Céline. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Belle, éduquée, sympathique, cheveux lisses aux épaules, sourire facile, l'air d'une fille bien élevée. Quand Julien me l'a présentée, j'ai pensé « Dieu merci, mon fils a trouvé quelqu'un de bien ». Ah, quel idiot j'ai été! Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans. Pendant ce temps, je me suis efforcé de créer une bonne relation avec elle. J'invitais Céline à déjeuner tous les dimanches. Je lui ai enseigné les recettes que Julien aimait. Je lui ai même donné une paire de boucles d'oreilles en argent qui appartenaient à ma femme. Elle m'appelait Papa Henri et disait qu'elle n'avait jamais eu un beau-père aussi affectueux. En 2010, Julien m'a demandé de l'aide. Lui et Céline voulaient se marier, mais ils n'avaient pas d'argent, ni pour la fête, ni pour l'appartement, rien. Ils gagnaient 4 800 € à l'époque. Elle, seulement 1200. Et ils venaient de financer une voiture d'occasion. J'avais économisé au fil des ans 52 000 €. C'était ma réserve d'urgence, ma sécurité, mon avenir. Mais c'était mon fils qui demandait. Et un père ne refuse pas, n'est-ce pas? J'ai payé 28 000 € pour la fête de mariage. Traiteur, décoration, robe de mariée, que j'aurais pu faire moi-même si j'avais été couturière, mais j'ai payé pour qu'elle l'achète là où elle voulait, musicien, tout. C'était dans la salle des fêtes d'un club avec 180 invités. Céline a pleuré d'émotion quand elle a tout vu. Elle m'a serré dans ses bras et a murmuré « Merci, papa. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. » Mais le plus grand cadeau est venu en 2015. Julien avait été promu et gagnait maintenant 9 500 €. Céline avait quitté son emploi parce qu'elle disait vouloir s'occuper de la maison et planifier une famille. Il vivait en location dans un petit appartement et Julien se plaignait constamment de jeter l'argent par les fenêtres chaque mois. J'avais de nouveau économisé, travaillant sans arrêt, prenant des commandes de meubles, même d'autres régions. J'avais 145 000 € sur le compte épargne. C'était censé être ma retraite, vous savez. J'avais déjà 58 ans, je commençais à sentir des douleurs dans les mains à cause de l'arthrite.
Mais quand Julien m'a dit qu'il avait trouvé un appartement de 3 pièces dans le 12e arrondissement, tout neuf, et que le propriétaire demandait 145 000 € comptant, je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai acheté l'appartement à son nom. J'ai transféré chaque centime que j'avais économisé en 18 ans de travail. Julien a pleuré quand il a signé l'acte de vente. Il m'a serré fort dans ses bras et a dit « Papa, je ne te mérite pas. Je jure que je t'honorerai pour toujours. » Céline a pleuré aussi. Elle a dit qu'elle s'occuperait de la maison comme si c'était un sanctuaire. Elle a promis que j'aurais toujours une chambre là-bas, que cette maison était aussi la mienne. J'ai continué à vivre dans mon studio, une seule pièce, avec une minuscule salle de bain et une kitchenette. Je payais 850 € de loyer. Julien a insisté pour que je vienne vivre avec eux, mais j'ai refusé. J'ai dit qu'ils avaient besoin d'intimité, qu'ils étaient un jeune couple, que j'étais bien tout seul. La vérité, c'est que je ne voulais pas déranger. J'ai continué à travailler comme menuisier, mais plus lentement. Mon corps ne supportait plus le rythme d'avant. Je faisais 3-4 meubles par mois. Je gagnais en moyenne 2300 €. C'était suffisant pour payer le loyer, la nourriture et les médicaments. Et j'étais heureux. Heureux parce que mon fils allait bien, parce qu'il avait une maison, une femme, une vie digne. J'avais accompli ma mission de père, ou du moins, c'est ce que je pensais. Parce que ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que chaque centime, chaque sacrifice, chaque nuit blanche était en train d'être oublié, effacé, piétiné. Et que bientôt, cette femme que j'avais traitée comme ma fille allait utiliser tout ça contre moi. Mais comme je l'ai dit, je ne savais pas encore. L'enfer restait à venir. Les 2 premières années après que Julien et Céline aient emménagé dans l'appartement ont été bonnes, ou du moins, c'est ce que je pensais. Tous les dimanches, j'allais déjeuner là-bas, j'apportais un dessert, parfois une tarte aux pommes que Julien adorait depuis tout petit, d'autres fois une crème caramel. Céline m'accueillait toujours avec une accolade, m'invitait à l'aider en cuisine, demandait des conseils sur les assaisonnements, sur comment rendre le riz moins collant. Ça semblait authentique, ça semblait réel. Julien était heureux, il travaillait beaucoup, mais rentrait à la maison et trouvait la table mise, la maison rangée, sa femme souriante. Il la regardait comme s'il avait gagné au loto, et je pensais, Dieu merci, mon fils a trouvé une vraie femme. Mais les choses ont commencé à changer en 2017. Julien a reçu une grosse promotion. Il est devenu chef de projet et a commencé à gagner 19 500 € par mois. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Et c'était comme si quelqu'un avait tourné une clé à l'intérieur de Céline. La première chose qui a changé, ce sont ses vêtements. Soudain, elle ne portait que des marques, sacs en cuir de luxe, chaussures importées, robes qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un mois entier. Les cheveux qu'elle se teignait elle-même à la maison se faisaient maintenant dans un salon chic du Marais toutes les 3 semaines. Ongles toujours impeccables, maquillage parfait, parfum qu'on sentait à 3 mètres de distance. Je n'ai pas jugé. J'ai pensé, elle a le droit de prendre soin d'elle, non? L'argent est à eux. Mais avec le changement d'apparence est venu le changement d'attitude. Un dimanche, je suis arrivé pour le déjeuner en portant une chemise à carreaux que je m'étais achetée au marché. Rien de spécial, mais elle était propre, repassée, présentable. Quand je suis entré dans le salon, Céline m'a regardé de haut en bas et a lâché avec un petit sourire fin. « Beau papa, vous ne trouvez pas que votre tenue est un peu trop informelle pour recevoir des invités aujourd'hui ?» Invité? J'étais un invité maintenant? J'ai gelé. Julien était dans la cuisine et n'a pas entendu. Céline a continué à arranger les serviettes sur la table comme si elle ne venait pas de me poignarder. « C'est que Jacqueline, ma mère, va déjeuner avec nous aujourd'hui, » a-t-elle complété. « Et vous savez comment elle est, un peu exigeante avec ces choses. » Je ne savais pas quoi dire. Je suis resté là, tenant ma tarte aux pommes, qui soudain semblait si ridicule, si déplacée dans cet environnement de cristaux et de vaisselle fine. Madame Jacqueline est arrivée une demi-heure plus tard. Une femme de 62 ans, mince, avec une coupe de cheveux courte et moderne, des vêtements de marque, un air de quelqu'un qui évaluait tout et tout le monde. Elle m'a salué avec 2 bises dans l'air.
de celles qui ne touchent même pas le visage, et est tout de suite allée s'asseoir en bout de table, la place qui était toujours la mienne. Pendant le déjeuner, Céline et Jacqueline ne parlaient que de choses que je ne comprenais pas. Voyage à New York qu'elles allaient faire, nouveau restaurant à Saint-Germain-des-Prés qui était une expérience sensorielle unique, spa, qui coûtait 350 € la journée. Julien participait peu, mais souriait comme s'il était fier de pouvoir offrir ce style de vie. Je mangeais en silence. Quand j'ai mentionné que j'avais fait une bibliothèque pour le fils de Madame Legrand, Céline a eu un petit rire et a dit « Beau papa, pourriez-vous ne pas trop parler de menuiserie aujourd'hui? Ça gêne un peu, vous savez ?» Gêné. Mon travail de 26 ans la gênait. Julien n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux vers son assiette. Ce fut le premier jour où j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Mais ça a empiré. Les visites ont commencé à être annulées. Julien m'appelait le vendredi, disant que dimanche, ça n'allait pas être possible, qu'ils avaient un engagement, ou que Céline avait mal à la tête, ou qu'ils allaient à la côte. Toujours une excuse différente, mais le résultat était le même. J'étais exclu. Quand je réussissais à y aller, je remarquais les regards. Céline levait les yeux au ciel quand je disais quelque chose. Jacqueline me traitait avec cette politesse glaciale de quelqu'un qui fait une faveur en me tolérant. Et Julien était tellement enchanté par sa nouvelle vie qu'il ne voyait pas ou ne voulait pas voir. Un jour, je suis arrivé plus tôt sans prévenir. J'avais fait un gâteau au chocolat que Julien adorait et je voulais faire une surprise. J'ai sonné à l'interphone, mais personne n'a répondu. Je suis allé jusqu'à la fenêtre du salon, ces stores ont des fentes, et j'ai regardé à l'intérieur. Ils étaient en train de déjeuner. Julien, Céline et Madame Jacqueline. La table était dressée avec cette nappe brodée que j'avais offerte en cadeau de mariage. Il y avait des fleurs au centre, des verres à vin. Ils conversaient, riaient, semblaient être une famille dont je ne faisais pas partie. Je suis resté là, tenant mon plat à gâteau, sentant les larmes brûler mes yeux. Je n'ai pas sonné de nouveau. Je ne voulais pas gâcher leur moment. Je suis simplement rentré chez moi, j'ai mis le gâteau au réfrigérateur et j'ai pleuré le reste de l'après-midi. Les commentaires de Céline sont devenus pires. « Beau papa, vous n'avez jamais pensé à teindre ses cheveux parce que ces cheveux gris vous vieillissent vraiment trop. » Oh là là, quelles chaussures sont-ce? On dirait qu'elles viennent du marché aux puces. Julien, est-ce que ton père ne pourrait pas utiliser un meilleur dentifrice? J'ai remarqué que son haleine... Elle parlait doucement quand Julien n'était pas dans les parages, ou elle déguisait ça en préoccupation, comme si elle m'aidait. Mais chaque mot était un éclat de verre entrant dans ma peau. Et le pire, j'ai commencé à y croire. J'ai commencé à penser que j'étais vraiment laid, démodé, déplacé. J'ai arrêté d'apporter des gâteaux. J'ai commencé à acheter quelque chose de tout fait dans une pâtisserie chic, même en dépensant l'argent que je n'avais pas. J'ai acheté une chemise neuve, plus moderne, qui m'a laissé avec 3 jours de budget serré. J'ai essayé de teindre mes cheveux moi-même à la maison et c'est resté irrégulier, taché. Et Céline a fait en sorte de le remarquer. « Ah, beau papa, dommage que ça ait fini comme ça. Si vous voulez, je vous recommande mon coiffeur. Seulement là-bas, c'est un peu cher, 180 € la teinture, mais le résultat en vaut la peine. » 180 €, plus de la moitié de mon loyer. Julien a commencé à me parler moins. Les appels sont devenus plus courts, plus formels. Quand je demandais comment il allait, il répondait « Bien, papa, je travaille beaucoup. » Et c'est tout. Il ne racontait plus les projets, les collègues, sa vie. C'était comme s'il avait érigé un mur entre nous. J'ai essayé de parler avec lui une fois. C'était un samedi après-midi, après 3 semaines sans nous voir. J'ai appelé et j'ai dit que j'avais besoin de lui parler de quelque chose d'important. Il a accepté de me rencontrer dans un café près de chez lui. Quand je suis arrivé, il était déjà là, sur son téléphone. Il m'a salué avec un baiser rapide et a tout de suite demandé « Alors papa, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose. » J'ai pris mon courage et j'ai dit « Fils, j'ai l'impression que tu es distant. J'ai l'impression que je ne fais plus partie de ta vie. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Il a soupiré.
Ce soupir fatigué de quelqu'un qui ne veut pas avoir cette conversation. Papa, c'est ton imagination. Je suis juste très occupé au travail. Et Céline aussi a ses engagements, tu sais. On a une routine maintenant. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Mais fils, je ne te vois presque plus. Et quand je te vois, j'ai l'impression que Céline n'aime pas trop que je sois là. Il m'a coupé. Papa, arrête avec ça. Céline t'adore. Elle parle toujours bien de toi. Le problème, c'est que parfois tu as des manies de vieux râleur, tu sais. Tu parles de choses d'autrefois, tu te plains de ses vêtements, tu donnes ton avis là où tu ne devrais pas. Je suis resté muet. Je n'avais jamais critiqué les vêtements de Céline. Je n'avais jamais donné mon avis, mais elle avait fait croire ça à Julien. Fils, je n'ai jamais... Papa, je dois y aller. Céline m'a appelé. On a un dîner dans un moment. Il a payé le café, m'a fait un rapide câlin et est parti. Je suis resté assis à cette table pendant presque 1 heure, regardant la tasse vide, essayant de comprendre où j'avais fait erreur, où j'avais perdu mon fils. La vérité faisait trop mal pour que je l'accepte. Je ne l'avais pas perdu, il m'avait été volé. Et la voleuse portait du rouge à lèvres rouge, souriait joliment et m'appelait beau papa tout en m'effaçant peu à peu de sa vie. Mais je ne savais pas encore jusqu'où elle était capable d'aller. Je ne savais pas encore que le pire allait arriver, et que quand il arriverait, ce serait si cruel que j'allais presque ne pas survivre. J'ai passé 6 mois pratiquement invisibles dans la vie de mon fils. 6 mois où les appels téléphoniques sont devenus rares, les visites inexistantes, et les dimanches se sont transformés en un vide qui faisait plus mal que n'importe quelle écharde que j'avais jamais eue en travaillant le bois. Je me réveillais tous les dimanches avec cette oppression dans la poitrine. Je regardais le téléphone, espérant qu'il sonne, que Julien dise « Papa, viens déjeuner avec nous ». Mais il ne sonnait pas. J'essayais d'appeler, mais il avait toujours une excuse prête. « Papa, aujourd'hui on sort. Aujourd'hui, Céline ne se sent pas bien. Aujourd'hui, on a déjà prévu avec les gens du travail. » Jusqu'à ce que j'arrête d'appeler, parce qu'il y a une limite à l'humiliation qu'on peut supporter, vous savez. Il y a un point où vous réalisez que vous dérangez, que vous êtes de trop, et que le mieux à faire est de se retirer. Mais le pire n'était pas son absence. Le pire était de sentir que j'étais remplacé. C'était un jeudi après-midi, 15 heures, quand j'ai décidé de passer devant l'appartement. Je n'allais pas sonner, je n'allais pas déranger. Je voulais juste, je ne sais pas, sentir que j'étais près de mon fils, même si c'était juste en regardant la fenêtre fermée. Quand je suis arrivé au coin de la rue, j'ai vu la voiture de Julien garée dans le parking. J'ai trouvé ça étrange parce que normalement il n'arrivait qu'après 19 heures. Je suis resté là, debout sur le trottoir d'en face, ne sachant pas si je sonnais ou si je partais. C'est alors que la porte de l'immeuble s'est ouverte. Julien, Céline et Madame Jacqueline sont sortis. Tous les 3 en train de rire, Julien portant des sacs de course. Céline bras dessus, bras dessous, avec sa mère. Ils sont entrés dans l'appartement comme une famille parfaite. Une famille qui n'avait pas besoin de moi. J'ai eu l'impression qu'on m'avait frappé l'estomac. Il avait pris l'après-midi pour être avec sa belle-mère, mais n'avait jamais de temps pour son propre père. Je suis rentré chez moi en pleurant dans le métro. Une fille d'environ 10 ans assise à côté de moi m'a offert un mouchoir en papier. Je l'ai remercié. J'ai prétendu que c'était une allergie, mais la vérité brûlait. Mon fils m'oubliait. Et pire, il remplaçait ma présence par celle de la belle-mère qu'il n'avait jamais eue. Les réseaux sociaux ont tout empiré. Je n'en utilisais pas beaucoup, mais j'avais créé un Facebook pour suivre les photos de Julien. Et c'est là que j'ai vu, photo après photo de déjeuners en famille. Mais la famille, c'était toujours Julien, Céline et Jacqueline. Barbecue sur la terrasse de l'immeuble, tous les 3 là, souriants. Anniversaire de Céline, belle fête, belle décoration, et Jacqueline coupant le gâteau à côté de sa fille, comme si elle était la matriarche de la famille. Et moi, je n'étais même pas mentionné, c'était comme si je n'existais pas. Sur l'une des photos, Julien était dans les bras de Jacqueline et la légende disait « reconnaissant d'avoir une deuxième mère si présente et incroyable ». Deuxième mère ? Alors que le premier était jeté dans l'oubli. J'ai commenté la photo, j'ai juste écrit « Belle photo, fils, tu me manques ».
Céline a répondu avant lui. « Salut beau papa, vous nous manquez aussi, passez quand vous voulez. » Ce « quand vous voulez » a fait plus mal qu'un « jamais » n'aurait fait. Julien n'a même pas répondu à mon commentaire. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas un accident, c'était planifié. Céline m'éloignait consciemment de mon fils, et elle le faisait avec une maîtrise effrayante. Elle ne me barrait jamais directement, ne disait jamais « vous ne pouvez pas venir ». Elle créait simplement des situations où je ne m'intégrais pas, où je me sentais de trop, jusqu'à ce que j'abandonne moi-même. C'était cruel et c'était génial, parce que Julien ne voyait pas. Il pensait que j'étais distant par choix, que j'étais occupé ou que j'avais mes propres engagements. Céline alimentait ce récit. « Oh, chérie, je pense que ton père profite de sa petite vie. Laisse-le tranquille. Ton père devient plus indépendant. C'est bien ? Indépendant. Comme si choisir d'être seul à 66 ans était libérateur. J'ai essayé une dernière fois. C'était en juillet, un froid à faire mal aux os, quand j'ai appelé Julien un samedi matin. « Fils, je pensais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé correctement. Que dirais-tu qu'on prenne un café juste tous les deux ? » « Comme avant ?» Silence de l'autre côté. « Papa, écoute, je n'ai pas vraiment le temps maintenant. Le travail est très chargé. Mais c'est juste un café, fils. Une petite heure. » Ah, c'est que Céline a prévu quelque chose pour aujourd'hui et j'ai déjà confirmé ma présence. « Alors demain ou la semaine prochaine ?» Un autre silence, plus long, plus lourd. « Laisse-moi vérifier mon agenda et je t'appelle, d'accord ?» Et il n'a jamais appelé. Cette nuit-là, allongé sur mon matelas fin de célibataire, dans mon studio glacial où le bruit des voisins traversait le mur, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré pour les 26 ans de travail. J'ai pleuré pour les nuits blanches. J'ai pleuré pour les 145 000 € que j'avais donnés sans réfléchir à 2 fois. J'ai pleuré pour le garçon qui me serrait dans ses bras et disait que j'étais le meilleur père du monde, parce que ce garçon n'existait plus. À sa place, il y avait un homme que je ne reconnaissais pas. Un homme qui choisissait de faire plaisir à sa belle-mère plutôt que d'honorer son propre père. Un homme qui me traitait comme une obligation qu'il pouvait reporter indéfiniment. Et le pire, je savais qui était responsable. Céline avait fait un travail parfait. Elle m'avait isolé sans verser une goutte de sang, sans crier, sans se battre, sans créer de scandale. Juste en m'effaçant doucement, comme quelqu'un qui éteint une bougie, avec des souffles légers, jusqu'à ce qu'il ne reste même plus de fumée. Et Julien était tellement aveugle, tellement ensorcelé par cette nouvelle vie, par ce niveau de vie élevé, par cette femme qui cuisinait bien et était toujours belle, qu'il ne réalisait pas qu'il était en train de perdre son propre père. Ou peut-être qu'il le réalisait et qu'il s'en fichait tout simplement. C'était la vérité qui faisait trop mal pour que je l'avale. Peut-être que mon fils avait choisi cette vie, cette nouvelle famille, cette belle-mère de substitution qui avait de l'argent, de la classe, tout ce que je n'avais jamais pu lui donner. Peut-être que j'avais été utile tant qu'il en avait besoin, tant qu'il était pauvre, tant qu'il avait besoin de quelqu'un pour payer les études, acheter l'appartement, financer la fête de mariage. Mais maintenant j'étais juste un rappel gênant d'où il venait, d'une origine modeste qui ne correspondait pas au dîner chic et au voyage sur la côte. J'étais le passé qu'il voulait oublier, et Céline le savait. Elle le savait et elle l'utilisait. 2 mois après cet appel téléphonique frustré, j'ai reçu une invitation par WhatsApp. C'était de Céline. Un joli visuel numérique de ses applications, m'invitant à son anniversaire. Votre présence est très importante pour nous. J'étais content. J'ai pensé peut-être que les choses s'améliorent. J'ai acheté un cadeau simple mais joli, une boîte à musique qui jouait l'Ave Maria. J'ai dépensé 60 € que je n'avais pas, mais peu importe. C'était une chance de me reconnecter avec mon fils. La fête aurait lieu un samedi après-midi, chez eux. Quand je suis arrivé, j'ai réalisé que c'était plus grand que ce que j'attendais. Il devait y avoir au moins 30 personnes. Des collègues de travail de Julien, des amis de Céline, les beaux-frères, Madame Jacquelin, des oncles que je n'avais jamais vus. J'ai été accueilli avec politesse, mais sans chaleur.
Céline m'a fait un rapide câlin, a remercié pour le cadeau sans l'ouvrir, et s'est tout de suite retournée pour saluer d'autres personnes. Julien était au barbecue, en train de parler avec des amis, tellement absorbé qu'il m'a à peine vu entrer. Je suis resté là, perdu au milieu du salon, tenant un verre de soda, sans personne à qui parler. Jusqu'à ce qu'une amie de Céline engage la conversation. « Vous êtes l'oncle de Céline ?»« Non, je suis son beau-père. » Ah, la femme a eu un sourire jaune et a vite trouvé une excuse pour s'éloigner. J'ai passé 2 heures là, 2 heures de solitude au milieu de la fête. J'ai vu Jacqueline traitée comme une reine, tout le monde riant de ses blagues, Julien remplissant son assiette, Céline prenant 1000 photos avec sa mère, et moi, j'étais le meuble du salon. Quand la nuit est tombée, il y avait des feux d'artifice tirés dans la rue. Le voisin célébrait quelque chose et tout le monde est sorti dans le jardin pour voir. Céline m'a demandé de rester surveiller les affaires pendant que tout le monde sortait. Juste pour que personne ne vole rien, beau papa. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Je suis resté seul dans le salon. J'entendais les rires dehors. Je voyais les éclairs des feux d'artifice par la fenêtre. Et là, dans le silence de cette maison que j'avais achetée, j'ai compris. Je n'étais pas famille. J'étais l'employé de maison. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, sentant que j'avais été utilisé une fois de plus. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette fête avait été bien plus qu'une humiliation. Ça avait été la première étape d'un plan, un plan qui allait me détruire complètement en quelques jours. 3 jours après la fête, un mardi matin, mon téléphone a sonné. C'était Céline. Sa voix était différente, tremblante, en pleurs, désespérée. « Beau papa, vous êtes là ?» Mon cœur s'est emballé. Quand quelqu'un vous appelle sur ce ton, vous imaginez déjà le pire. « Oui, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Julien ?» Non, ce n'est pas lui. C'est quelque chose à moi, très grave. J'ai besoin de vous en parler, mais je ne voulais pas inquiéter Julien encore. Je me suis assis sur le lit, mes mains ont commencé à transpirer. « Tu peux me dire, Céline, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a reniflé fort, comme si elle essuyait des larmes. « La broche de ma mère a disparu, celle en or, vous savez, qu'elle m'a donnée avant de mourir. C'est la seule chose de valeur que j'avais d'elle. » Je ne comprenais pas pourquoi elle me racontait ça, mais j'ai essayé de consoler. « Calme-toi, ma fille, tu as bien cherché? Parfois on range quelque chose quelque part et on oublie. » J'ai retourné toute la maison, beau papa. Elle n'est nulle part. Je la gardais dans une petite boîte dans la commode de la chambre et maintenant elle n'y est plus. Sa voix est montée d'un ton, frôlant l'hystérie. Et le pire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde chez nous samedi, à ma fête. Des gens que je ne connaissais même pas bien. Et si quelqu'un l'a prise? Mon estomac s'est glacé. Tu penses que quelqu'un l'a volée? Je ne sais pas, beau papa. Je ne veux pas le croire. Mais la broche valait 3500 €. Ma mère l'avait fait évaluer avant de mourir. C'était de l'or massif avec 3 petites perles, une pièce de 1952. Et maintenant, elle a disparu. J'ai essayé d'être rationnel. Céline, tu dois faire un rapport de police. Si vraiment elle a été volée... Non, je ne veux pas impliquer la police là-dedans. Imagine la honte, beau papa. Julien serait dévasté. Tous ses amis seraient au courant. Je voulais juste qu'elle réapparaisse. Elle a pleuré un peu plus et a raccroché, disant qu'elle allait continuer à chercher. Je suis resté là, assis, avec le téléphone dans la main, sentant quelque chose d'étrange, une petite pointe de méfiance que je ne pouvais pas expliquer. Mais j'ai vite écarté cette pensée. « Henri, arrête d'être paranoïaque. La fille a perdu un bijou de sa mère décédée. C'est normal d'être désespéré. » 4 jours se sont écoulés. Pendant ce temps, Céline m'a envoyé 3 autres messages. Toujours au sujet de la broche, toujours en disant qu'elle était dévastée, qu'elle ne pouvait pas dormir en y pensant. Un des messages disait « Beau papa, je n'arrête pas de penser qui a bien pu la prendre. Il y avait tellement de monde ici, même des gens que je ne connaissais pas bien. Quelle situation horrible !» Le samedi suivant, Julien m'a appelé. Sa voix était sérieuse. « Papa, tu peux venir déjeuner ici à la maison aujourd'hui. Céline a tenu à t'inviter. » Mon cœur a fait un bond. Ça faisait plus d'1 mois qu'il ne m'invitait à rien. « Bien sûr, fils.
À quelle heure? Midi. Je suis arrivé à 11h50, ponctuel comme toujours. J'ai sonné et Céline a ouvert. Elle m'a salué avec une étreinte plus serrée que d'habitude. « Salut, beau papa. Entrez, entrez. Laissez-moi prendre votre sac. » Elle a tendu la main pour prendre mon sac noir, celui que j'utilisais toujours en cuir synthétique, déjà un peu usé aux anses. « Ce n'est pas nécessaire, ma fille, je le laisse ici sur le canapé. »« Mais non, beau papa, laissez-moi le ranger dans la chambre, comme ça il ne gênera pas. » J'ai trouvé ça étrange, mais je lui ai donné. Elle a emmené mon sac dans la chambre et est revenue rapidement. Le déjeuner était sur la table. Riz, haricots blancs, poulet rôti, salade. Julien arrangeait les assiettes. Madame Jacqueline était aussi là, assise en bout de table, avec cet air de reine qu'elle avait toujours. « Bonjour Henri !» Elle m'a salué avec son ton habituel. « Bonjour Jacqueline !» Nous nous sommes assis pour manger. La conversation était étrange, forcée. Julien parlait peu. Céline était visiblement tendue. Jacqueline me lançait des regards étranges. J'ai essayé de lancer la conversation plusieurs fois, mais tout mourait là. On finissait le dessert quand les beaux-frères de Julien sont arrivés. David et Rodolphe, les frères de Céline. 2 hommes dans la trentaine que je connaissais à peine. « Salut, on est arrivé. Désolé du retard », a dit David en entrant dans le salon. J'ai trouvé ça étrange. Julien ne m'avait pas dit que d'autres personnes allaient déjeuner. Mais je n'ai rien dit. C'est là que Céline s'est levée. Son visage était blanc. Les gens, je dois vous dire quelque chose. Tout le monde l'a regardé. Mon cœur a commencé à s'accélérer, sans que je comprenne pourquoi. Je n'allais pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais je n'en peux plus. Vous savez que la broche de ma mère a disparu, n'est-ce pas? Julien a froncé les sourcils. « Disparu comment, Céline? Tu ne m'en as pas parlé. » Parce que je ne voulais pas t'inquiéter, mais cette broche que ma mère m'a donnée avant de mourir, celle en or avec des perles, a disparu après ma fête. J'ai déjà retourné toute la maison et je ne la trouve pas. Jacqueline a porté la main à sa poitrine, théâtrale. « Mon Dieu, Céline, cette broche était une relique. Ta grand-mère me l'avait donnée, je te l'ai donnée. Elle a une histoire de famille, de la mémoire. » « Je sais, maman, c'est pour ça que je suis désespéré. » Julien s'est levé. « Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? On aurait pu mieux chercher et prévenir la police. » « Parce que je ne voulais pas croire que quelqu'un l'avait prise. Mais maintenant j'ai besoin de savoir la vérité. » Elle m'a regardé. Et dans ce regard, j'ai vu la froideur, le calcul, le piège. « Beau papa », a-t-elle dit, et sa voix était celle de quelqu'un sur le point de pleurer. « Je dois vous poser une question, et s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Mais vous avez vu quelque chose d'étrange le jour de la fête? Quelqu'un qui fouillait dans les affaires, qui entrait dans la chambre ?» J'ai gelé. « Céline, je ne comprends pas. Tu penses que j'ai vu quelqu'un voler? Non, ce n'est pas ça, c'est que vous êtes resté seul dans le salon quand on est allé voir les feux d'artifice. Vous vous souvenez? Je voulais juste savoir si vous avez vu quelqu'un entrer dans le couloir, aller vers la chambre. » Julien m'a regardé. Tout le monde me regardait. « Je n'ai rien vu, Céline. Je suis resté ici dans le salon tout le temps. Je n'ai même pas bougé. »« Vous êtes sûr? » »« Absolument. » Silence lourd. C'est Jacqueline qui l'a rompu. « Céline, ma fille, puisque la broche n'apparaît pas, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux vérifier? Tu sais, juste pour être sûr. »« Vérifier quoi ?» a demandé Julien confus. Céline a mordu sa lèvre. Des larmes ont commencé à couler. Je ne voulais pas faire ça, mais les sacs, vérifier les sacs de ceux qui étaient ici. Mon sang s'est glacé. Comment ça, vérifier les sacs? Ma voix est sortie tremblante. Juste pour écarter, beau papa. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. C'est juste pour qu'on soit sûr que personne ne l'a prise sans le vouloir, vous savez? Parfois la personne l'a confondue, a pensé que c'était la sienne. Julien a secoué la tête. « Céline, c'est ridicule. Mon père ne va pas. Je sais qu'il ne va pas, chérie, mais j'ai besoin de paix. J'ai besoin de savoir que j'ai tout fait pour retrouver la broche de ma mère. » Elle pleurait pour de vrai maintenant, ou faisait très bien semblant. J'ai regardé mon fils.
J'ai attendu qu'il me défende, qu'il dise « Je ne vais pas te laisser humilier mon père comme ça ». Mais il ne l'a pas dit. Il est juste resté là, muet, regardant sa femme pleurer. « D'accord », j'ai dit, la voix froide. « Tu peux vérifier. » Céline est allée chercher mon sac dans la chambre. Elle est revenue en le tenant à deux mains, comme si c'était une preuve criminelle. Elle l'a posé sur la table de la salle à manger, a ouvert la fermeture éclair et a enfoncé la main dedans. Chaque seconde était une éternité. Mon cœur battait si fort que j'entendais le pouls dans mes oreilles. Elle a fouillé dans le sac, a sorti mon portefeuille, mon vieux téléphone, mon mouchoir, mes clés de la maison. Et alors, sa main s'est arrêtée. Elle a tiré quelque chose de petit, doré, qui brillait sous la lumière. La broche. « Mon Dieu !» a chuchoté Jacqueline. Julien est devenu blanc. Les beaux-frères ont échangé des regards. Et Céline m'a regardé avec ses yeux pleins de larmes, tenant la broche dans sa main tremblante. « Beau papa, pourquoi ?» Le monde s'est effondré. Je n'arrivais pas à respirer. C'était comme si quelqu'un avait enfoncé un poing dans ma poitrine et arraché l'air de l'intérieur. J'ai regardé la broche dorée dans la main de Céline, ces trois petites perles brillant sous la lumière du salon, et mon cerveau s'est simplement bloqué. Ce n'est pas possible. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Jacqueline s'est levée de sa chaise si vite que la table a tremblé. Je n'en crois pas mes yeux. Céline, ma fille, je suis désolé. Quelle situation horrible. Maman, je ne voulais pas y croire non plus. Céline pleurait, serrant la broche contre sa poitrine. Julien était paralysé, me regardant comme si j'étais un étranger. « Fils, je n'ai pas pris ça. Je le jure devant Dieu. Je ne sais pas comment cette broche s'est retrouvée dans mon sac. » Ma voix est sortie aiguë, désespérée. J'implorais qu'il me croie. Mais ses yeux étaient pleins de confusion, de déception, de dégoût. « Papa, comment? Pourquoi? Je n'ai pas pris. » J'ai crié et ma voix a résonné dans tout le salon. Les beaux-frères ont reculé d'un pas. David a chuchoté quelque chose à Rodolphe que je n'ai pas pu entendre. Céline a reniflé fort, essuyant les larmes avec le dos de sa main. « Beau papa, je ne comprends pas. Si vous aviez besoin d'argent, pourquoi vous n'avez pas demandé? On vous aurait aidé. Vous n'aviez pas besoin de faire ça. » Je n'ai rien fait. Ma voix se brisait. Quelqu'un a mis ça dans mon sac. Quelqu'un m'a piégé. Piégé? Jacqueline a laissé échapper un rire sec. Pour l'amour de Dieu, Henri, qui ferait une chose pareille et pourquoi? J'ai regardé Céline. J'ai regardé profondément dans ses yeux marrons et pendant une fraction de seconde, j'ai vu. J'ai vu la lueur de victoire cachée sous les larmes. J'ai vu le coin de sa bouche qui voulait se lever en un sourire qu'elle luttait pour contenir. Elle avait fait ça. Elle avait planté la broche dans mon sac. Mais comment pouvais-je le prouver? Julien, fils, regarde-moi. Ma voix était brisée, mais je devais qu'il m'écoute. Je t'ai élevé tout seul. J'ai travaillé 26 ans pour tout te donner. Tu penses vraiment que j'irai voler? Il a passé la main sur son visage, visiblement bouleversé. Papa, je ne sais pas quoi penser. La broche était dans ton sac. Parce que quelqu'un l'y a mise. À qui? Papa, qui ferait ça? Le cri m'a fait reculer d'un pas. Jamais. En 44 ans de vie, Julien n'avait levé la voix sur moi de cette façon. Céline a sangloté plus fort, dramatique. Chérie, s'il te plaît, ne crie pas. C'est horrible pour tout le monde. Elle s'est approchée de Julien, a posé la main sur son bras. Il l'a tirée dans une étreinte protectrice, comme si elle était la victime là. Et là, voyant mon fils serrer dans ses bras cette vipère, cette menteuse, cette manipulatrice parfaite, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas la douleur, ce n'était pas l'injustice, c'était l'humiliation. L'humiliation d'être là, dans ce salon que j'avais payé, accusé de vol, traité comme un criminel, regardé avec pitié et mépris par des gens qui ne savaient rien. Jacqueline a croisé les bras, me fixant avec cet air supérieur. Henri, je pense qu'il vaudrait mieux que tu t'excuses auprès de ma fille. Au moins ça, tu peux le faire. M'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait, auprès de cette femme qui avait détruit la relation entre moi et mon fils.
Je ne vais pas m'excuser, j'ai dit, la voix basse mais ferme, parce que je n'ai rien fait. Papa! Julien s'est retourné vers moi, le visage rouge de colère. Tu ne vois pas la situation? La broche était dans ton sac. Excuse-toi et on en finit avec ça. Non. Comment ça, non? J'ai dit non, Julien. Je ne vais pas m'humilier pour quelque chose que je n'ai pas commis. Il respirait lourdement, les narines dilatées. Céline pleurait sur son épaule, cette peste faisant semblant d'être dévastée. Et alors, est venue la phrase que je vais porter pour le reste de ma vie. Papa, excuse-toi auprès de ma belle-mère ou quitte ma maison. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais porté dans mes bras, le garçon que j'avais réveillé en pleine nuit pour le nourrir au biberon, l'adolescent que j'avais consolé quand sa mère était morte, le jeune homme que j'avais soutenu pendant ses études. Et j'ai vu un étranger qui m'expulsait de la maison que j'avais achetée à cause d'une femme qu'il connaissait depuis moins de 10 ans. « Quitter ta maison ?» j'ai répété, la voix étrangement calme. « Ta maison, Julien. » Il a réalisé ce qu'il avait dit. Il a vacillé pendant une seconde. « Papa, je ne voulais pas dire ça, mais tu dois comprendre. » Je comprends parfaitement. J'ai pris mon sac sur la table, ce sac maudit où le poison avait été planté. J'ai regardé Céline. Elle était toujours dans les bras de Julien, mais ses yeux ont croisé les miens. Et il était là, le sourire. Tout petit, discret, mais il était là. Le sourire de quelqu'un qui venait de gagner. J'ai marché jusqu'à me tenir juste devant elle. Julien a essayé de se mettre entre nous, mais je l'ai ignoré. J'ai regardé profondément dans ses yeux et j'ai dit lentement, chaque mot chargé d'une promesse, « Tu vas payer ». Son sourire s'est figé. J'ai tourné le dos et j'ai marché vers la porte. Julien est resté figé, bouche ouverte. Je pense qu'il attendait n'importe quelle réaction, sauf celle-là. Il attendait des larmes, du désespoir, des supplications. Mais j'avais déjà appris en 68 ans de vie que la dignité vaut plus que n'importe quel mot de réconfort qu'on peut arracher à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Je suis sorti de cet appartement et j'ai fermé la porte sans la claquer. J'ai descendu les 3 étages par les escaliers parce que je ne voulais pas attendre l'ascenseur. Je ne voulais pas risquer que quelqu'un me suive et me voie m'effondrer. Ce n'est que quand je suis monté dans le métro, m'accrochant fermement à la barre métallique parce que mes jambes ne cessaient de trembler, que les larmes sont venues. Silencieuses, chaudes, amères. Mais dans le métro qui suivait la ligne vers Nation, quelque chose a commencé à brûler dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la colère, de l'indignation, un feu que je ne sentais plus depuis longtemps. Et j'ai pensé, tu vas payer. Ce n'était pas une menace vide, j'allais faire valoir chaque mot, parce que certaines trahisons ne nous détruisent pas, elles nous transforment. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi un commentaire. Avez-vous déjà dû imposer des limites à quelqu'un que vous aimiez? D'où regardez-vous cette vidéo? N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Dans la suite, je vais vous raconter comment j'ai découvert toute la vérité et comment j'ai repris ma dignité. Activez la cloche pour ne rien manquer. J'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée. 3 jours enfermé dans mon studio, sans sortir, sans manger correctement, juste allongé sur ce matelas fin, regardant le plafond fissuré. Le téléphone a sonné plusieurs fois, des numéros inconnus. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais parler à personne. Je ne voulais pas entendre de la pitié dans la voix d'inconnu. Le matin du 4e jour, je me suis réveillé différent. La douleur était toujours là, pulsant dans ma poitrine comme une blessure ouverte. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui brûlait avec une intensité que je ne sentais plus depuis des années. De la colère pure, brute et absolument lucide. Je me suis levé, j'ai pris une douche, je me suis habillé. Je suis allé jusqu'au tiroir de la commode où je gardais tous mes documents importants. J'ai pris le classeur en plastique usé et je l'ai ouvert sur la petite table basse. Tout était là. Chaque reçu, chaque justificatif, chaque virement bancaire, chaque facture.
26 ans de ma vie documentés sur papier, les 77 500 € des études de Julien, les 28 000 € de la fête de mariage, et surtout l'acte de propriété de l'appartement d'une valeur de 145 000 €, acheté comptant à mon nom initialement, puis transféré à son nom en donation. Donation. Quel mot généreux pour décrire l'erreur de ma vie. J'ai passé toute la matinée à tout organiser par ordre chronologique. J'ai séparé en catégories: éducation, mariage, logement. J'ai calculé les intérêts que cet argent aurait rapporté si je l'avais laissé sur un compte épargne. J'ai tout additionné, 251 500 €, presque un quart de million d'euros que j'avais investi dans mon fils au cours de ma vie, et il m'avait expulsé de sa maison à cause d'une broche que je n'avais pas volée. À 14 heures, je suis sorti pour la première fois. Je suis allé au cabinet de maître Auguste Mercier, un avocat qui exerçait dans le centre, spécialisé en droit de la famille. J'avais noté l'adresse lors d'une recherche rapide dans un cybercafé du coin. Le cabinet était petit, dans un vieil immeuble près de la place de la République. 2e étage, porte 204. J'ai monté les escaliers parce que l'ascenseur était en panne. J'ai frappé à la porte et une secrétaire m'a reçu. « Vous avez rendez-vous » elle a demandé, méfiante. « Non, mais c'est urgent. Je paie la consultation, pas de problème. » Elle m'a regardé de haut en bas. Mes vêtements simples, mon sac usé, mes chaussures fatiguées. Et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait me renvoyer. Mais elle a soupiré. Laissez-moi voir si maître Mercier a un moment. 10 minutes plus tard, j'étais assis sur une chaise en cuir synthétique craquelé, face à un homme d'environ 50 ans, chauve, avec des lunettes épaisses et une cravate desserrée. « Vous avez 10 minutes, a-t-il dit directement. De quoi avez-vous besoin ?» J'ai posé le classeur sur son bureau et j'ai commencé à parler. J'ai parlé sans pleurer, sans dramatiser. Juste des faits. Combien j'avais investi dans mon fils, comment il m'avait accusé de vol, comment il m'avait expulsé de chez lui, et que je voulais connaître mes droits. Maître Mercier a feuilleté les documents en silence. Il s'est arrêté sur l'acte de propriété de l'appartement. Il l'a lu attentivement. Cette donation a été enregistrée quand? En 2015. Et y avait-il une clause de réversion? Une clause de quoi? Il a retiré ses lunettes et m'a regardé avec une expression qui mêlait pitié et irritation. Monsieur Henry, quand vous avez fait don de cet appartement à votre fils, vous auriez pu inclure une clause disant qu'en cas d'ingratitude ou de non-respect des devoirs, la donation serait révoquée. Mais il n'y a rien de tel ici. Mon cœur a coulé. Alors, j'ai tout perdu? Il a soupiré. Pas nécessairement. Il existe dans le Code civil quelque chose appelé révocation de donation pour cause d'ingratitude. Si le donataire, dans ce cas votre fils, commet un acte constituant une ingratitude grave, comme une offense physique, une injure grave ou un refus d'aliments quand le donateur est dans le besoin, la donation peut être judiciairement révoquée. Il m'a expulsé de chez lui en m'accusant de voleuse. Ça compte? Maître Mercier s'est gratté le menton. Ça peut compter, mais vous allez devoir prouver. Et vous allez avoir besoin de témoins, d'enregistrements, quelque chose de concret. Je n'avais rien de tout ça. Combien coûte un tel procès? Environ 3 500 € d'honoraires initiaux, plus les frais de justice. Et ça peut prendre des années. Des années. Et de l'argent que je n'avais pas. Je suis sorti de là en me sentant pire qu'en entrant. La réalité était cruelle. Même en ayant raison, même en ayant des preuves de ce que j'avais investi, je n'avais pas les moyens de me battre. Mais alors, en marchant dans la rue du Faubourg Saint-Antoine, je me suis arrêté devant une petite enseigne. Investigation privée, discrétion garantie. Quelque chose en moi s'est allumé. Je suis monté au 3e étage. J'ai sonné. Un homme d'environ 40 ans, chemise sans cravate, m'a ouvert. « Je peux vous aider? Combien ça coûte pour enquêter sur quelqu'un ?» Il m'a invité à entrer. Je me suis assis sur une chaise en plastique pendant qu'il s'installait derrière un bureau encombré de papiers. Ça dépend du type d'enquête. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin d'informations sur ma belle-fille, financière, dette, n'importe quoi qu'elle cache.
Il a noté quelque chose sur un bloc. Nom complet, Céline Almeida Santos. Numéro de sécurité sociale, j'ai donné le numéro que j'avais noté des documents du mariage. Ça va coûter 550 €. En une semaine, je vous apporte un rapport complet. 550 €. C'était presque tout ce que j'avais gardé pour les urgences. Mais j'ai payé parce que je n'allais pas abandonner, pas sans me battre. Je suis sorti de ce bureau avec une seule pensée martelant dans ma tête. Si Céline m'avait piégé, elle n'était pas une sainte. Et ceux qui ne sont pas saints laissent des traces. Je devais juste les trouver, et quand je les trouverais, mon fils verrait qui était la vraie voleuse dans cette histoire. La semaine qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Chaque minute s'étirait comme une heure. Chaque heure semblait une journée entière. Je me réveillais à l'aube, avec le cœur qui battait la chamade, pensant au rapport que l'enquêteur préparait. Est-ce qu'il allait trouver quelque chose ? Ou est-ce que j'avais jeté 550 € à la poubelle ? J'ai essayé de rester occupé. J'ai pris 2 commandes de meubles que j'avais refusées avant. J'avais besoin d'argent. Mais plus que ça, j'avais besoin de garder la tête occupée. Parce que quand je m'arrêtais, la douleur revenait. L'image de Julien criant sur moi, le sourire victorieux de Céline, l'humiliation. Le 5e jour, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai répondu quand même. « Allô, monsieur Henry ? C'est l'enquêteur, Louis-François. J'ai terminé le rapport. » Mon cœur a failli sortir de ma bouche. « Et alors ? Vous avez trouvé quelque chose ? » « J'ai trouvé pas mal de choses. Vous pouvez passer ici aujourd'hui ?» 2 heures plus tard, j'étais assis sur cette même chaise en plastique avec une enveloppe Kraft devant moi. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. Le rapport faisait 15 pages. Louis-François a commencé à expliquer pendant que je feuilletais. Votre belle-fille a un historique financier problématique. Elle possède 4 cartes de crédit, toutes au maximum. La dette totale est de 18 750 €. Ma mâchoire est tombée. 18 750 €? Exactement. Et elle ne paie que le minimum depuis 8 mois. Les intérêts la dévorent vivante. Il y a des achats dans des magasins de vêtements de marque, des restaurants chers, des salons de beauté, des spas, des voyages. Elle dépense bien au-delà de ce qu'elle gagne. Mais elle ne travaille pas. Exactement. Tout était payé avec le salaire de votre fils. Ou plutôt était payé jusqu'à ce qu'elle explose toutes les limites. J'ai continué à lire. Il y avait des captures d'écran de factures de cartes. Des achats de 950 € dans un magasin de sacs, 780 € dans un dîner pour 6 personnes, 420 € en chaussures importées. « Et il y a plus », a dit Louis, prenant une autre feuille. « Vous vous souvenez de la broche qu'elle a dit être un héritage de sa mère ?» Mon sang s'est glacé. Je m'en souviens. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé le reçu d'achat. Elle a acheté cette broche il y a 3 mois dans une brocante de luxe avenue Montaigne. Elle a payé 380 €. 380 €, pas 3500 €. Mais elle a dit que sa mère l'avait fait évaluer avant de mourir. Louis a eu un sourire amer. Sa mère est vivante et habite à Villejuif. Madame Jacqueline Silva, 62 ans, fonctionnaire retraitée. Et d'après ce que j'ai découvert, elles ont une relation, disons, compliquée. Jacqueline aide sa fille financièrement, mais se plaint beaucoup de ça. Ma tête tournait. Tout était un mensonge. Tout. Elle a tout inventé, j'ai chuchoté. Elle a acheté la broche, inventé l'histoire, l'a plantée dans mon sac. Apparemment, oui. Et regardez ça. Il m'a montré une autre page. C'était le relevé bancaire d'un compte joint entre Julien et Céline. Ce compte avait 14 800 € déposés il y a 2 mois. De l'argent que votre fils économisait. Regardez ce qui s'est passé. Il a pointé une série de retraits. 2100 €, 1600 €, 1050 €, 1800 €. Tout a des distributeurs automatiques. Elle vide le compte petit à petit, probablement pour payer les dettes des cartes sans qu'ils s'en rendent compte. Mais ce n'est pas suffisant. La dette ne fait que croître.
Je suis resté à regarder ces chiffres, ces preuves concrètes du mensonge qu'était ma belle-fille. Louis, je peux garder ce rapport? Il est à vous. Vous l'avez payé. Je suis sorti de ce bureau avec l'enveloppe serrée contre ma poitrine, et pour la première fois en 10 jours, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais je n'allais pas confronter Céline. Pas encore, parce que si elle m'avait enseigné quelque chose, c'est que la vengeance silencieuse est bien plus efficace que le scandale. Le lendemain, j'ai cherché Maître Mercier à nouveau. Je lui ai montré le rapport. Il a tout lu attentivement, ajustant ses lunettes à chaque page. Avec ça, vous avez un dossier solide. Nous pouvons engager une action en révocation de donation pour ingratitude prouvée. Et nous pouvons aussi notifier votre fils, de manière extrajudiciaire, sur la situation financière de son épouse. Il a le droit de savoir. Combien ça va coûter? Avec les documents que vous avez déjà apportés, j'accepte de le faire pour 2200 €. La moitié maintenant, la moitié quand nous gagnerons. Je n'avais pas 2200 €. Je n'avais que 980 € de côté. Je peux payer la moitié maintenant et le reste dans 3 mois? Il a réfléchi un moment. D'accord. Mais vous comprenez que ça peut prendre du temps, n'est-ce pas? Un procès n'est pas rapide. Je sais, mais je veux le faire. Nous avons signé le contrat cet après-midi-là. Maître Mercier a préparé une notification extrajudiciaire, un document formel avec tout ce langage juridique, informant Julien que je demandais la restitution de l'appartement ou la valeur équivalente actualisée, sur la base d'une ingratitude grave éprouvée. Et il a joint des copies de tous les justificatifs de paiement. Cela sera remis personnellement à lui au travail. Probablement qu'un huissier va passer là-bas et remettre. Et concernant les dettes de Céline, je suggère que vous remettiez ça personnellement lors d'une conversation en tête-à-tête avec votre fils, loin d'elle. J'ai accepté. 3 jours plus tard, la notification a été envoyée. Et alors j'ai attendu. J'ai attendu avec la patience de quelqu'un qui avait passé 26 ans à se lever à 5 heures du matin pour travailler le bois. Parce que je savais que quand Julien recevrait ce document, quand il verrait noir sur blanc combien j'avais investi en lui, quand son avocat lui expliquerait la gravité de la situation, il devrait me regarder à nouveau. Et cette fois, je ne serais plus le vieil homme humilié. Je serais l'homme qu'il avait sous-estimé. 10 jours se sont écoulés après que la notification ait été remise. 10 jours de silence absolu. Je n'ai pas appelé Julien, je n'ai pas envoyé de message, je ne suis pas allé le chercher. J'ai juste continué ma vie, travaillant le bois, payant les factures, dormant mal, me réveillant le cœur serré. Mais cette fois, c'était différent. J'avais fait quelque chose. J'avais réagi. Et ça me donnait une force étrange, une dignité que je pensais avoir perdue dans ce salon. La nuit du 11e jour, il était presque 22 heures quand j'ai entendu des coups à la porte de mon studio. Ce n'étaient pas des coups normaux. C'était quelqu'un qui frappait la porte avec désespoir. Boum, boum, boum. Papa, papa, ouvre, s'il te plaît. J'ai gelé. C'était la voix de Julien. Mais ce n'était pas le Julien qui m'avait expulsé de chez lui. C'était un Julien brisé, désespéré, presque en train de crier. J'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Il était là dans le couloir mal éclairé. Chemise froissée, cheveux en désordre, yeux rouges et gonflés. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Fils, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il est entré en trébuchant, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est effondré sur mon épaule en pleurant comme un enfant. Tout son corps tremblait. « Papa, papa, pardonne-moi. Pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. » J'ai fermé la porte doucement, toujours en train de traiter ce qui se passait. Mon fils, qui m'avait expulsé, qui avait cru au mensonge de sa femme, qui m'avait humilié devant tout le monde, était là, en larmes, me demandant pardon. Une partie de moi voulait le repousser dehors, mais une autre partie, la partie père qui ne meurt jamais, l'a serré dans ses bras. « Calme-toi, fils, respire. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Je l'ai emmené jusqu'au petit canapé. Il s'est assis, la tête entre les mains, essayant de contrôler ses pleurs. J'ai pris un verre d'eau. Il l'a bu d'un trait. « Elle est partie, papa. »« Qui ?»« Ah, Céline. Elle a disparu. Elle a tout pris. Mon estomac s'est retourné. »« Comment ça ?»
tout pris. Julien a passé la main sur son visage, essuyant les larmes avec colère. Ce matin, je me suis réveillé et elle n'était pas à la maison. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé qu'elle était sortie tôt. Quand je suis rentré du travail ce soir, la maison était vide. Elle avait pris ses vêtements, ses bijoux, ses sacs, tout. Et elle a vidé notre compte joint, 9 550 € qui nous restaient, disparus. Je suis resté silencieux, en train de traiter. Et elle a laissé un mot. Il a continué, la voix étranglée. Un mot maudit disant qu'elle ne supportait plus de vivre avec un homme qui ne savait pas imposer de limites à sa mère, que j'étais faible, manipulé, et qu'elle méritait mieux. Il a sangloté à nouveau. Mais le pire, papa, le pire, c'est ce qu'elle a avoué avant de disparaître. Avoué quoi? On s'est disputé hier soir, fort. Elle avait reçu une mise en demeure de 4 700 € d'une carte que je ne savais même pas qu'elle avait. J'ai explosé, j'ai demandé quelles étaient ses dettes, d'où venaient tant de dépenses. Et elle m'a tout jeté à la figure. Il m'a regardé, les yeux pleins de douleur et de honte. Elle a avoué, papa, elle a avoué que la broche n'était pas de sa mère, qu'elle l'avait achetée dans une brocante, qu'elle l'avait plantée dans ton sac, qu'elle avait tout monté pour t'éloigner de moi, parce que tu gênais ses plans. Les mots sont sortis comme des coups dans l'air. J'aurais dû sentir du soulagement. J'aurais dû sentir de la victoire. Mais tout ce que j'ai senti, c'était une tristesse profonde. Elle a dit qu'elle avait fait ça, parce qu'elle voulait que je sois seulement à elle, qu'il n'y avait pas de place pour toi dans la vie qu'elle voulait construire, et que si j'étais un vrai homme, je t'aurais déjà oublié depuis longtemps. Julien a enfoui son visage dans ses mains à nouveau. « Papa, je suis une ordure, j'ai cru en elle, je t'ai expulsé de ma maison, de la maison que tu as payée, à cause d'un mensonge, et maintenant j'ai tout perdu. Je t'ai perdu, j'ai perdu l'argent, j'ai perdu ma dignité. » Je suis resté assis à côté de lui, ne sachant pas quoi dire. Une partie de moi voulait dire « Je t'avais prévenu. J'ai essayé de te le dire. » Mais à quoi bon? Il était détruit, complètement brisé. « Et il y a plus, papa, » a-t-il dit, la voix disparaissant. « Une notification est arrivée à mon travail, de ton avocat, disant que tu demandes l'appartement en retour pour ingratitude. » Il m'a regardé, les yeux rouges débordants. « Et je ne peux même pas être en colère. Parce que tu as raison, j'ai été ingrat, j'ai été aveugle, j'ai été stupide. » Le silence s'est installé entre nous. « Papa, je n'ai pas d'argent pour te rembourser. Céline a tout dépensé. Les économies, la carte, tout. Et maintenant, il y a encore ces dettes qui sont restées à mon nom parce que j'étais garant de 2 cartes. 7 300 € que je vais devoir payer. » Il a pris ma main. Sa main était glacée, tremblante. « Pardonne-moi. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que tu as tout le droit de me renvoyer, de prendre l'appartement, de ne plus jamais me parler. Mais je t'en supplie, papa, donne-moi une chance de réparer, une seule chance. » J'ai regardé cet homme devant moi, mon fils, le garçon que j'avais bercé, que j'avais élevé, pour qui j'avais tout sacrifié, et j'ai vu combien il s'était perdu, combien nous deux, nous nous étions perdus. « Julien, » j'ai dit, la voix ferme, mais pas cruelle. « Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais l'amour sans respect ne construit rien, et tu m'as manqué de respect de la pire façon possible. Tu m'as accusé de voleur, tu m'as expulsé de ma propre maison, tu as choisi de croire un mensonge au lieu de me donner le bénéfice du doute. » Il a baissé la tête, honteux. « Je sais, papa, et je vais porter ça pour le reste de ma vie. » « Alors tu vas apprendre, » j'ai continué. « Tu vas apprendre que la confiance se gagne, que la famille n'est pas jetable et que la dignité a un prix. » Il m'a regardé, à la fois plein d'espoir et effrayé. « Tu vas me pardonner ?» J'ai respiré profondément. « Je vais te pardonner, parce que tu es mon fils, mais à une condition. » Julien m'a regardé avec ses yeux rouges, plein d'un mélange d'espoir et de peur. Il attendait que je dise quelque chose de simple, quelque chose de facile. Mais je n'allais pas faciliter. Pas cette fois. « Quelles conditions, papa ? »
Je me suis levé, je suis allé jusqu'au tiroir où je gardais les documents et je suis revenu avec le classeur que j'avais apporté à l'avocat. Je l'ai posé sur la petite table basse devant lui. « Ouvre-le ». Il l'a ouvert avec des mains tremblantes. Il a commencé à feuilleter. J'ai vu le moment exact où ça a fait tilt. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les montants, les reçus, les justificatifs. Page après page de sacrifices documentés. « Papa, je ne savais pas que c'était autant. » « Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas savoir ?» Il est resté silencieux. 78 500 € pour tes études, 28 000 € pour ton mariage, 145 000 € pour l'appartement, sans compter les années où je t'ai entretenu en vivant avec moi, la nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires, tout. Tu sais combien ça fait actualiser avec les intérêts ? Il a secoué la tête, incapable de parler. Presque 300 000 €, Julien, 300 000 €. Pendant que je vivais dans un studio en location, mangeant du riz et des œufs pour économiser, tu vivais une vie que je n'aurais jamais. Ses larmes ont recommencé à couler. Je suis un égoïste. Oui, tu l'es, mais l'égoïsme se guérit, tu sais comment. Il m'a regardé en attendant. Humilité, travail et conséquences. Je me suis rassis à côté de lui. Ma condition est la suivante. Tu vas vendre l'appartement. Son visage est devenu blanc. Vendre ? Exactement. Tu vas vendre. Tu vas payer toutes les dettes qui sont restées à ton nom à cause de cette femme. Et avec ce qui reste, tu vas acheter un endroit plus simple, un endroit qui rentre dans ton budget réel, pas dans les mensonges dans lesquels vous viviez tous les deux. Il a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Tu vas faire ça tout seul. Sans mon aide, sans mon argent, sans mon nom comme garant ou quoi que ce soit du genre. Parce que tu as besoin d'apprendre à vivre selon ce que tu gagnes, pas selon ce que j'ai construit pour toi. Julien a passé la main sur son visage, avalant difficilement. Et quand tu auras fait ça, quand tu vivras dans un endroit modeste, en payant tes factures avec ta propre sueur, là on reconstruira notre relation petit à petit, avec du vrai respect. Mais papa, si je vends l'appartement et que je paie les dettes, il va rester peu. Je vais devoir vivre loin, dans un petit endroit. Bienvenue dans ma vie des 26 dernières années. Il est resté muet. Et il y a autre chose, j'ai continué. Je vais retirer l'action en justice. Je ne vais pas te prendre l'appartement de force. Mais tu vas vendre de ton plein gré et utiliser l'argent pour réparer le gâchis que toi et cette femme avez fait. C'est de la justice, fils, pas de la vengeance. Julien a respiré profondément plusieurs fois, essayant de tout traiter. J'accepte tout. Je mérite chaque conséquence. Ce n'est pas une question de mériter, c'est une question d'apprendre. Il m'a serré dans ses bras à nouveau, cette fois plus lentement, plus respectueusement. Merci, papa. Merci de ne pas avoir abandonné, même si je ne le méritais pas. J'ai rendu l'étreinte, mais j'ai gardé ma fermeté. Maintenant, rentre chez toi. Demain, tu commences à régler ta vie. Et quand tu auras besoin de conseils, tu peux m'appeler. Mais de l'argent, c'est fini. Tu es un homme adulte, diplômé, avec une profession. Il est temps d'agir comme tel. Il a hoché la tête, s'est essuyé le visage et s'est levé. Avant de partir, il s'est retourné vers moi une dernière fois. « Papa, concernant Céline, tu veux que j'essaie de la retrouver? Porter plainte ?» J'ai réfléchi un instant. « Non, laisse-la partir. Les gens comme ça portent leur propre poison. Un jour, la vie lui fera payer. Et quand ça arrivera, ce ne sera pas moi qui serai là pour la sauver. Ce sera sa conscience. » Il a acquiescé et il est parti. Quand j'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle et j'ai finalement laissé sortir les pleurs que je retenais. Mais ce n'étaient pas des pleurs de douleur. C'étaient des pleurs de soulagement, de libération. Parce que pour la première fois en des années, je m'étais mis en premier. J'avais exigé du respect. J'avais imposé des limites. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever. 6 mois se sont écoulés. Julien a vendu l'appartement pour 165 000 €.
Il a payé 7 300 € de dettes qui étaient restées à son nom. Il a payé 3 400 € qu'il devait encore sur le financement de la voiture. Il a payé les frais de vente, les impôts, tout. Il lui est resté 41 000 €. Avec cet argent, il a acheté un appartement de 2 pièces à Montreuil, bien loin du 12e arrondissement où il habitait avant. Un endroit simple, sans luxe, mais honnête. Il me rendait visite tous les dimanches. Il arrivait le matin, apportait du pain frais de la boulangerie, faisait le café. On parlait vraiment. Pas ces conversations superficielles d'avant. Des conversations profondes sur la vie, sur les erreurs, sur les recommencements. J'ai vu mon fils changer. Je l'ai vu apprendre à cuisiner parce qu'il n'avait plus personne pour le faire pour lui. Je l'ai vu apprendre à faire la lessive, repasser les chemises, nettoyer la maison. Je l'ai vu devenir humble d'une façon que l'argent n'avait jamais enseigné. Et moi je suis resté dans mon studio. J'ai continué à travailler le bois, mais maintenant avec moins de pression, moins d'urgence, parce que je n'avais plus besoin de sauver personne. Je devais juste vivre. Un dimanche après-midi, pendant qu'on prenait le café à ma petite table, Julien a pris ma main. « Papa, je voulais te remercier. » « Pourquoi ? » « Pour m'avoir donné la leçon la plus dure et la plus nécessaire de ma vie. J'aurais pu te perdre pour toujours. Et tu m'as donné une chance. Tu ne m'as pas laissé fuir les conséquences, mais tu ne m'as pas non plus abandonné. » J'ai souri. C'est ça qu'un père fait, fils. On ne protège pas des erreurs. On apprend à se relever après. Il a hoché la tête, les yeux humides. « Je ne te décevrai plus jamais. Ne promets pas ça. Promets que tu me respecteras. Le reste, on construit ensemble. » Et c'est ainsi que ça s'est passé. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette rien. Ni les sacrifices que j'ai faits, ni la douleur que j'ai traversée. Parce que tout m'a enseigné quelque chose. La dignité ne se négocie pas. Le respect ne se supplie pas. Et le véritable amour n'est pas celui qui accepte tout. C'est celui qui sait dire non quand c'est nécessaire. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes maltraité par ceux que vous avez le plus aimés, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter des miettes d'affection. Vous méritez d'être traité avec dignité. Et si vous devez, comme j'ai dû le faire, imposer des limites, ça fait mal, ça fait très mal, mais ça fait plus mal de vivre toute une vie en étant piétiné par ceux qui devraient vous honorer. Si cette histoire a touché votre cœur, racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû imposer des limites à quelqu'un que vous aimiez? D'où regardez-vous cette vidéo? Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Et n'oubliez pas, vous méritez le respect, toujours. There's a quest here. Oh, I fucked up. Okay. And what happened? There's a quest here. Just trying to find the way down. Hmm. There it is. Want a deal? What? Did you hear that loud music? Someone turned it up on purpose. I wonder why. That guy must have a death wish. Go sell shit. I'm an idiot, should have sold that. Fuck. Oh my god. The one-handed with 350 damage. Shit. It's kind of nutty. I want it. Where'd it go? Oh.
You can get the right hand of Glover here? Really? It's pretty funny. We had it in the other game. Okay. I can make it a god hammer. I have fucking Thor's hammer right now. There's never anything fucking good in my store. Oh. Piss me off. Wait, bed's below? Oh, in the building. This looks pretty comfortable. Yeah, it's the left finger. Job. Holy shit, the music is loud. Man, look up to where the